Irène Jourdeuil, bonjour. Bonjour madame. Alors donc on va parler avec vous donc de ce très beau livre qui vient d'être publié aux presses universitaires François Rabelais avec le médaillon de Louis XIV en flamboyant en couverture, cathédrale d'Orléans. Alors avant de vous mettre sous le feu de nos très nombreuses questions, un petit portrait de cette cathédrale, un édifice mal connu et mal aimé à côté de ses deux grandes sœurs Bourges et Chartres, mais qui vaut pourtant le détour, cette cathédrale. Pour comprendre son histoire, il faut retenir 3 dates. Sa destruction par les protestants dans la nuit du 23 au 24 mars 1568. Sa reconstruction décidée par le roi Henri IV, qui va poser la première pierre le 18 avril 1601. Et plus de 2 siècles après, le 8 mai 1829, son inauguration par le roi Charles X. Dès lors, la cathédrale Sainte-Croix devient le plus grand chantier religieux royal de l'époque moderne. En France, on y reviendra. Depuis, cette belle dame fait l'objet de soins constants. Ainsi, sur les 5 dernières années, l'État a investi pas moins d'1,3 million €, par an pour son entretien, sa conservation, sa sécurité ainsi que sa valorisation. Des travaux dont rend compte bien sûr ce beau livre, Cathédrale d'Orléans, publié, donc je le disais, aux presses universitaires François Rabelais. Alors Irène Jourdeuil, bien sûr, la publication de ce livre, c'est un événement. C'est le premier d'une longue série. Oui, tout à fait. C'est une série que nous ouvrons sur les cathédrales de la région, en tout cas 4 d'entre elles, puisque nous avons le privilège d'en conserver 5 dans la région. Chartres, Bourges, Blois, Tours et Orléans. Cette série, en fait, est le prolongement d'une série de colloques que nous avons organisés entre 2011 et 2014 sur ces édifices majeurs du patrimoine régional. Et voilà, nous avons souhaité que ces colloques en fait trouvent une diffusion auprès du grand public pour faire connaître à la fois l'action de l'État sur ces monuments et puis l'ensemble des recherches qui sont faites autour de ces bâtiments et puis les apports que nous offrent les travaux, entre autres, quant à la connaissance de ce patrimoine. Frédéric ? On a besoin de faire beaucoup de pédagogie comme ça pour le grand public parce que c'est souvent un peu confus qui s'occupe des cathédrales, qui s'occupe des églises. Dans l'imaginaire et dans l'esprit des gens, c'est souvent la même chose. C'est soit tout est à l'État, oui, pour le dire en un mot, soit tout est à la commune. Alors que fait monsieur le maire ? Il faut bien toujours rappeler, et c'est l'objet de ce livre et des colloques que vous faites aussi, que les monuments historiques sont à la charge de l'État, le reste à la charge des communes, mais qu'il y a quand même des interconnexions d'un point de vue financier notamment. Alors, donc là, nous héritons en fait à la fois de la Révolution et de la loi de 1905, qui a confié pour les églises communales la propriété aux communes, et puis pour les cathédrales, la propriété à l'État, mis à part les territoires qui n'étaient pas, les territoires d'Alsace-Lorraine qui n'étaient pas sur le territoire français en 1905. Donc effectivement, l'État est propriétaire aujourd'hui de 86 cathédrales en France et a la responsabilité de conserver ce patrimoine, de le transmettre aux générations futures et aussi de le valoriser. Et c'est un peu en fait l'objectif de ces ouvrages que de faire connaître effectivement au grand public l'intérêt de ces monuments, pourquoi on les conserve, pourquoi ils ont de l'intérêt et pourquoi aussi ils méritent qu'on y consacre une partie des budgets de l'État pour les mettre en valeur. Finalement, quand on regarde bien 1,3 million € par an pour l'entretien de la cathédrale d'Orléans, au regard de l'édifice lui-même, de sa grandeur, de son âge, c'est pas lui manquer de respect que de dire ça, par rapport à d'autres dépenses, c'est pas énorme. Effectivement, c'est pas énorme. Sur l'ensemble des cathédrales, depuis 5 ans, c'est 25 millions € qui ont été mis à l'œuvre pour l'entretien des 5 cathédrales de la région. 1,3 million €, il faut aussi considérer que derrière ce chiffre, il y a un gros travail d'études préalables, de diagnostic, essayer de bien cerner les problématiques que posent ces édifices et leur conservation. Beaucoup de réflexions autour de ces projets, savoir d'une façon déontologique ou d'un point de vue scientifique ce qu'il faut faire ou non. Et ensuite, toute la mise en œuvre de ce chantier, depuis les appels d'offres, la consultation des entreprises, la passation des marchés, le suivi de chantier,
chantier. Et c'est un travail de longue haleine que suit le service des monuments historiques et qui exige du temps. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas non plus envisager de mettre... chaque année, beaucoup plus d'argent. En fait, il faut que l'argent fasse aussi l'objet d'un suivi. Il ne s'agit pas d'être dispendieux, on a bien compris, mais c'est vrai que c'est toujours une inquiétude de la part du public et puis des services de l'État et des élus de toujours trouver le juste prix et de faire en sorte que ça n'apparaisse pas comme quelque chose justement de dispendieux, mais de utile, parce que sinon on connaît des cathédrales ailleurs en France qui coûtent beaucoup plus cher à l'entretien. On pense à celle de Rouen, qui tombe en petits morceaux à intervalles réguliers, mais il y en a d'autres, ou l'église Saint-Nicolas de Blois, pour ne parler que d'elle, qui va coûter 1 million à la mairie de Blois très rapidement pour éviter que ça parte dans tous les sens. Donc finalement, voilà, c'est de trouver le juste équilibre malgré la crise et la difficulté de trouver des budgets. Trouver l'équilibre et aussi savoir hiérarchiser les opérations. Donc ça, c'est aussi un gros travail qui a été fait par la DRAC ces dernières années. C'est-à-dire qu'en 2008 a été mis en place par le conservateur régional des monuments historiques d'alors, qui était monsieur Jean-Pierre Blin, un plan cathédral pour la région centre. Et en fait, ce plan a listé pour l'ensemble de ces édifices les besoins en termes d'intervention. Et a permis aussi de chiffrer, d'évaluer financièrement le coût de ces interventions et aussi de les ordonner dans un ordre chronologique qui réponde aussi à des besoins sanitaires, en fait. C'est-à-dire commencer toujours par œuvrer pour la conservation d'abord de l'édifice, tout en veillant à sa valorisation également. Mais la notion de conservation, de mise hors d'eau, hors d'air d'un monument est prioritaire pour nous sur les autres projets. Alors il y a les chantiers spectaculaires qui se voient, les deux côtés, la façade, le beffroi, les cloches, et puis les travaux qui sont plus invisibles mais qui sont parfois tout aussi nécessaires, voire plus. Je pense notamment actuellement à la restauration des arcs-boutants. Alors, tout à fait, vous avez raison d'insister là-dessus et c'est ce qu'on fait également auprès des autres maîtres d'ouvrage, les autres propriétaires de monuments. Tout commence par un bon entretien. Ce sont des opérations qui ne se voient pas, mais au quotidien, assurer l'entretien d'un monument, c'est éviter par la suite d'entreprendre des restaurations de plus grande ampleur qui sont toujours en quelque sorte un traumatisme pour l'ouvrage parce qu'on intervient de façon plus insistante. Donc l'entretien, ça passe par toutes sortes d'opérations, notamment l'entretien des couvertures. C'est un point fondamental dans nos monuments. Assurer, vérifier des débouchés des chéneaux, ce genre d'opérations. Alors c'est malheureusement quelque chose qui n'est pas toujours suivi, l'entretien en bon père de famille, et qui en fait sur le long terme occasionne des altérations pour le monument. Et c'est un chantier sans fin, on a envie de dire. Hein. C'est un peu un tonneau des Danaïdes. Dès qu'on a fini, on recommence. Tout à fait. Alors là, vous avez également parlé des arcs-boutants. Sur la cathédrale d'Orléans, c'est vraiment une priorité, un chantier pour le coup qui effectivement s'étalonne sur plusieurs années. Et petit à petit, on essaye d'avancer sur ces chantiers de restauration pour mettre à l'abri ces éléments qui étaient en péril et qu'on essaye de restaurer. Parlons actuellement donc de ce beau livre sur la cathédrale d'Orléans qui présente aussi bien l'histoire que les restaurations. Il y avait vraiment la volonté, Irène de Jourdeuil, d'être exhaustif sur la cathédrale ? De tenter de l'être, mais cet ouvrage, comme je vous le disais, n'est pas à proprement parler une monographie. Elle est le fruit du colloque organisé en 2011 et aussi des recherches qui ont pu être faites autour du monument. Mais on a essayé effectivement d'aborder tous les sujets autour de cette cathédrale avec un volet architecture, un volet décor architectural incluant la statuaire et les vitraux, et puis un volet qui nous semblait très important aussi sur les objets mobiliers qui est parfois moins connu. Les gens percevant le monument, mais pas toujours ce qu'il renferme. Et historique également, puisque là, quand on voit l'édifice actuel, il faut imaginer au moins 5 bâtiments antérieurs. Voilà, la cathédrale d'Orléans n'échappe pas à la règle de beaucoup de nos monuments, c'est-à-dire qu'elle a été construite sur d'anciens lieux de culte. Et effectivement, dans la cathédrale d'Orléans, on a la chance de conserver et d'avoir pu étudier les vestiges des cathédrales précédentes. Donc il y a une contribution en particulier de Pierre Martin sur la cathédrale romane et son chevet à chapelle à déambulatoire. Et donc on a pu mettre
mettre un petit peu en avant ces éléments-là et qui feront par ailleurs l'objet par la suite d'un plan, d'un programme de recherche collectif pour améliorer la connaissance que l'on a des cathédrales précédentes et là aussi dans la perspective de valoriser auprès du grand public, peut-être de faire visiter à terme la crypte archéologique qui actuellement n'est malheureusement pas visible du public. Parmi les projets de cette cathédrale et des rénovations, je crois avoir entendu parler d'un aménagement du narthex, vous allez peut-être nous en dire un petit mot, et puis du futur trésor de la cathédrale d'Orléans. Alors ça sera intéressant aussi d'en dire un mot, mais d'abord, les aménagements qui sont prévus là, dans les mois, dans les années qui viennent. Alors, pas plus tard qu'avant-hier a été présenté devant la commission étude le projet de restauration du narthex. Effectivement, le narthex, juste pour rappeler, alors beaucoup de gens savent ce que c'est, mais c'est la partie qui est, c'est l'entrée en fait. Le porche. Enfin, le porche, voilà. On n'est pas complètement dedans, mais on n'est plus dehors. Porche, voilà, exactement. Voilà, en haut des petits escaliers là, voilà. Qui est à l'entrée de la cathédrale, donc sous la façade en quelque sorte, et qui nécessite des travaux et notamment le projet prévoit de clore les ouvertures en fait de ce narthex telles qu'elles étaient à l'origine. Donc on va remettre des portes ? Non, des verrières en fait, pour revenir créer en fait le volume initial. Et l'objectif aussi est d'améliorer la conservation de cette partie de l'édifice en évitant des courants d'air assez fréquents. Aussi l'entrée de volatiles, malheureusement la cathédrale d'Orléans n'échappe pas non plus à ce fléau des pigeons. Et notamment la façade occidentale pose problème de ce point de vue-là. Donc c'est un gros projet qui va être mis en œuvre dans les mois à venir. Sur combien d'années ? Alors précisément, peut-être 1 an et demi, je pense, un an de travaux peut-être. Je n'ai pas le chiffre précis de mois prévisionnels. Et puis l'autre projet, effectivement, porté notamment par mon collègue Gilles Blic, conservateur des monuments historiques, c'est de pouvoir offrir au public la possibilité de voir certains objets du trésor qui se trouvent actuellement dans la sacristie et qui ne sont pas visibles du public, d'aménager pour cela une chapelle du déambulatoire, de créer des vitrines et de montrer un certain nombre d'objets. Le trésor étant composé d'objets liturgiques servant à l'ornement ou au culte catholique, des calices, des ciboires, des objets de cette nature. Et puis par ailleurs, la cathédrale d'Orléans a la particularité de conserver un certain nombre d'objets archéologiques qui sont fort intéressants et qu'on classe également dans cette catégorie trésor, des objets qui ont été retrouvés dans les tombes des évêques à l'occasion des fouilles précédentes des sous-sols de la cathédrale. Il y a un patrimoine archéologique très très intéressant et très rare dans cette cathédrale, qui est un petit peu évoqué aussi dans cet ouvrage. Donc que vous allez valoriser ? Que l'on va valoriser et que l'on va montrer au public. Je pense que c'est aussi la responsabilité de l'État d'offrir au public la possibilité de voir ce que conservent ces monuments, et ça dit un peu aussi de leur histoire, chose de leur histoire. Par exemple, de ces objets archéologiques qui ont été retrouvés, c'est quoi, des crosses, des anneaux? Alors, on imagine que c'est ce qui peut se conserver le mieux, entre guillemets, dans les tombes. Voilà, alors il y a en particulier effectivement un crosseron, un très beau crosseron en émail limousin du XIIIe siècle, une très belle bague avec un saphir, il y a également des vestiges d'ornements liturgiques. Donc ça, c'est aussi des éléments très importants de connaissance. Et puis également des caliges, c'est-à-dire des chausses d'évêques qui étaient conservées dans une des tombes. Les auditeurs d'RCF Loiret ont peut-être entendu parler de l'ouverture récente du trésor de la cathédrale d'Angoulême, c'est pas très loin d'ici, qui a été mise en scène, scénographiée par Jean-Michel Ottoniel, qui est cet artiste qui travaille avec du verre de Murano, dont on peut voir aussi l'entrée du métro Palais Royal à Paris. Est-ce qu'il est envisagé quelque chose de semblable ici, c'est-à-dire faire un appel d'offres à un artiste de renommée nationale et internationale, ou bien est-ce que c'est réservé à d'autres lieux, peut-être la cathédrale de Chartres, mais comment ça va se passer pour le trésor de la cathédrale d'Orléans? On est sur quelque chose de peut-être plus modeste? Alors exactement, dans le sens où l'objectif de cet aménagement, donc on va être dans une chapelle qui est déjà pourvue d'un décor mural,
de verrières et également de mobilier, notamment il y a un confessionnal dans cette chapelle. Donc l'objectif du projet, c'était plutôt de venir s'insérer sans créer de rupture dans cette chapelle. Et donc l'objectif est plutôt de s'harmoniser avec le mobilier existant, donc d'avoir des vitrines en bois, d'ossature en bois, a priori, qui permettent, si vous voulez, de ne pas heurter en fait la visite du déambulatoire. Sachant que l'ouverture d'un trésor dans une chapelle n'était pas forcément idéale, mais malheureusement, ou en tout cas dans le cadre de la cathédrale d'Orléans, les possibilités n'étaient pas non plus très nombreuses. Donc l'objectif, c'est à la fois de montrer ces objets, mais aussi de conserver à cette partie de l'édifice une cohérence et de ne pas venir avoir une rupture. Alors justement, on va dire un mot des vitraux, puisque Frédéric parlait d'artistes contemporains. On a eu alors je ne sais pas comment on dit, le verrier Pierre Caron, qui a fait justement des vitraux modernes au début des années 2000. Voilà, exactement. Donc c'est un artiste connu, premier prix de Rome, membre de l'Académie des Beaux-Arts, qui effectivement a remporté un appel d'offres pour un certain nombre de baies du déambulatoire, des chapelles du déambulatoire, et qui a réalisé, je crois, un projet qui a suscité, je pense, une adhésion à peu près de tous. Oui, parce qu'il y a une souscription. Voilà, tout à fait. Et puis, il a su apporter une création moderne tout en l'insérant. Donc là, c'est aussi notre objectif, toujours à la fois de permettre à ce patrimoine d'être conservé, mais aussi d'apporter un peu de modernité, mais que tout cela se marie au mieux pour que chaque phase de l'histoire trouve sa place sans venir détruire, en tout cas altérer la perception des précédentes tranches historiques. Et je pense que Pierre Caron, son projet, effectivement, qui s'est inséré donc dans des baies pour lesquelles on conservait des vestiges des verrières 19e, il a su trouver une iconographie, reprendre également des tonalités de vert, notamment le jaune d'argent, pour s'harmoniser au mieux. Et sa création, en fait, elle est à la fois présente, on reconnaît l'artiste, et en même temps, elle s'harmonise harmonieusement avec la baie qui demeurait. Une cathédrale ne serait rien sans ses cloches, et il y a eu la restauration du Bourdon avec une remontée spectaculaire dans les tours tout en haut il y a maintenant quelques années. Un spectacle qu'on ne voit pas tous les jours, et là aussi ça fait partie de la vie d'un édifice religieux, bien sûr. Ça fait partie de la vie d'un édifice, et à vrai dire, l'expérience régionale qu'on peut avoir montre que les cloches sont un élément patrimonial très très fort dans nos villages et aussi pour nos cathédrales. Donc c'est souvent des projets de restauration importants. Alors la restauration du Bourdon de la cathédrale d'Orléans a été vraiment marquante, d'autant plus qu'il correspondait à l'anniversaire de la naissance de Jeanne d'Arc. Et en fait, le Bourdon avait été fêlé au moment de la Seconde Guerre mondiale par un bombardement qui a détruit 2 autres cloches, et le Grand Bourdon avait été fêlé. Et donc le projet, outre les interventions structurelles sur le beffroi, a consisté en fait à refondre une cloche, donc la cloche de Jeanne d'Arc, pour donc permettre à nouveau à cette cloche de fonctionner. Est-ce que, Hélène Jourdeuil, tous ces travaux, tout ce dont on vient de parler, se fait aussi en discussion, en accord, en partenariat, je ne sais pas comment le dire, avec l'affectataire du lieu? On imagine par exemple que la constitution du trésor, l'évêque d'Orléans, Monseigneur Blacard, a certainement des choses à dire ou à inspirer, ou en tout cas à vous aider dans cela. Est-ce que c'est parce que c'est aussi souvent quelque chose qu'on entend à l'extérieur? Comment est-ce que la DRAC dialogue avec l'affectataire du lieu, qui même des fois, dans certains endroits ça se passe pas toujours très bien, mais peut-être qu'ici ça se passe bien? On peut peut-être en dire un mot? Oui, alors c'est un point fondamental. Donc là aussi, on hérite de la loi de 1905. Nos édifices sont protégés au titre de monuments historiques, sont propriété de l'État pour les cathédrales, mais l'affectation est première et prééminente selon les termes de la loi. Donc c'est vraiment un aspect qui est pour nous très important. Donc on essaye autant que faire se peut de favoriser et de faire en sorte que ces relations avec l'affectataire se passent au mieux. Ici à Orléans, je pense que les choses se passent vraiment au mieux. Monseigneur Blacard est associé, en tout cas informé des projets de travaux que la DRAC
prévoient sur le monument et ils s'y associent. Et ils en subissent quelque part parfois aussi les désagréments, d'échafaudage, de bruit, etc. Mais quelque part, ils s'en réjouissent aussi parce que des travaux sur un monument, c'est la preuve qu'on s'occupe de ce monument. Quant au trésor plus particulièrement, puisqu'on est effectivement sur des objets pour certains liturgiques, la sélection qui sera faite des objets sera soumise à l'accord de l'évêque. Et alors, si par exemple tel ou tel objet qui serait présenté dans ces vitrines avait besoin d'être sorti pour une manifestation, une célébration ou que sais-je, évidemment ce sont des choses qui sont toujours possibles et qui, encore une fois, priment sur tout autre usage. Et c'est la même chose qui se passe actuellement dans le cadre du projet de réouverture du trésor de la cathédrale de Chartres. Le projet est monté en étroite collaboration avec l'affectataire. Alors justement, pour terminer, faites-nous un petit peu connaître les coulisses de votre travail. On ne conserve pas aujourd'hui comme on conservait il y a 20 ans ou 30 ans. Comment on conserve aujourd'hui ? Alors on essaye de conserver au mieux en bénéficiant aussi de l'expérience et puis des retours des années passées en termes de matériaux de conservation, par exemple, d'études de conservation préventive. Donc on parlait tout à l'heure d'entretien des monuments. Pour ce qui est des objets aussi, et même pour le monument, on essaye au maximum de travailler sur la conservation préventive. C'est-à-dire, ça c'est une priorité pour nous, de veiller à ce que les œuvres ou le monument ne s'altèrent pas, s'altèrent le moins possible plutôt, pour éviter des restaurations d'ampleur. Donc on veille aux matériaux, on veille aux conditions climatiques de conservation, on veille à l'usage également qui est fait de tel ou tel objet ou de telle ou telle partie du monument pour veiller à leur conservation. Ça c'est assez récent comme préoccupation ou ça a déjà un petit peu quelques années ? La conservation préventive est vraiment une donnée qui a pris son élan il y a assez peu de temps et qui se développe de plus en plus. Quand vous dites il y a assez peu de temps ? Peut-être une vingtaine d'années, si vous voulez. On est également porté par d'autres pays en la matière, notamment, je pense au Canada, Québec. Ce sont des pays qui ont vraiment beaucoup développé ces notions-là de conservation préventive. On essaye de les mettre en usage dans nos monuments. Et c'est le cas à Orléans ? Et c'est le cas à Orléans. Il y a eu beaucoup d'opérations menées, notamment sur les objets mobiliers, pour les mettre dans des conditions de conservation favorables à leur conservation à long terme. Je pense en particulier aux objets qui sont conservés dans la sacristie, par exemple avec un exemple parmi d'autres, la mise en place de filtres pour empêcher la lumière de venir de chauffer ou altérer une œuvre, ou bien par exemple pour des ornements liturgiques, on va veiller à les conserver à plat avec par exemple du taille-évêque ou des matériaux neutres qui ne vont pas altérer les fibres de ces textiles. Une dernière question, est-ce qu'on vient nous voir de l'étranger conserver notre patrimoine ? Je veux dire, est-ce qu'on fait école ? Est-ce que des pays européens viennent voir comment on fait pour conserver notre patrimoine ? Alors, je suppose que les Italiens, on n'a pas grand-chose à leur apprendre et c'est peut-être plutôt l'inverse, mais peut-être d'ailleurs on travaille ensemble beaucoup plus qu'on ne le croit. Mais est-ce qu'on fait figure de bons élèves en France ? Alors, est-ce qu'on vient nous voir pour ça ? Oui, en tout cas, ce sont des échanges qui ont lieu aussi dans le cadre d'associations qui sont internationales. Je pense à l'ICOMOS, par exemple, qui veille à la conservation aussi des musées. Je pense pour les cathédrales, il y a aussi des échanges concernant les biens patrimoine mondial de l'UNESCO, donc avec des rapports périodiques pour dire ce qui est fait sur ces monuments, donc avec un retour et puis un regard extérieur qui peut être critique, mais dans le bon sens du terme. Oui, parce qu'on va rappeler que Chartres et Bourges sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà, elles sont inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979 pour Chartres, ce qui est parmi les édifices les plus anciens, et plus récemment 1992 pour Bourges. Deux édifices. Voilà, on a la chance d'avoir ces deux édifices, outre le Val-de-Loire, qui est également inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, là au titre du paysage. Mais on a deux cathédrales majeures qui sont en effet patrimoine mondial de l'UNESCO.
Voilà, et est-ce que ce patrimoine mondial de l'UNESCO également est regardé à l'extérieur et justement copié ou envié Alors, regardez dans tous les cas, ça c'est certain, notamment par rapport justement aux campagnes de restauration qu'on peut y mener. Plus particulièrement, je pense au cas de Chartres qui connaît une campagne de restauration importante de restauration intérieure avec le dégagement et la restauration des enduits du XIIIe siècle qui sont conservés et qui avait suscité une petite polémique d'un visiteur américain justement revenant visiter la cathédrale et s'étonnant de ses interventions et qui a lancé une pétition pour alerter sur ces travaux. Donc l'UNESCO a demandé à l'État français de donner des précisions sur la nature des travaux qui étaient menés sur l'édifice pour en connaître la nature et comprendre en fait les choix qui avaient été faits pour cette restauration. Donc oui, sur ces édifices, il y a un regard extérieur et qui nous donne d'autant plus de responsabilité pour œuvrer au mieux.